Alors, je vais me présenter, je m'appelle Myriam Yaimi, je suis psychanalyste dans le sud de la France, à Montpellier. J'ai dirigé pendant 10 ans un institut de psychanalyse freudien, et puis au bout d'un moment, j'ai été un peu frustrée par le fait qu'en psychanalyse, on ne puisse pas aller un peu plus loin que juste analyser les situations, essayer de comprendre intellectuellement les choses. À un moment donné, je me suis formée à d'autres outils comme l'hypnose, la déprogrammation par mouvement oculaire, enfin d'autres outils qui servaient un petit peu plus à accéder à l'inconscient. Et là non plus, ça ne m'a pas encore convaincue, puisque c'était pas assez... en tout cas, ça ne correspondait pas à là où je voulais aller, à savoir trouver un accès à l'inconscient pour aller directement à la source. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est pas tant comment soigner, c'est d'abord d'où vient le problème, systématiquement la source du problème. Et une fois qu'on a la source, après c'est beaucoup plus simple de régler les choses pour que ça soit pérenne, que ça s'installe dans le temps et qu'on n'y revienne pas et que ça ne recommence pas à répéter, qu'on se dise tant qu'on n'a pas enlevé la source, il n'y a aucune raison que le problème ne se répète pas. Donc au gré de ma recherche, il s'est posé à moi un problème avec une jeune fille de 20 ans qui s'appelle Justine, qui avait un problème pour moi insoluble. Et comme j'aime bien les défis et que j'aime bien trouver les solutions, je me suis entêtée à essayer de comprendre pourquoi cette jeune fille faisait des malaises, qu'elle ne pouvait plus sortir de chez sa maman alors qu'elle était déjà partie de la maison pour faire ses études, qui était extrêmement brillante. Elle avait 2 ans d'avant, je pense, ou 1 an d'avant, je ne sais plus. Et il n'y avait aucune explication dans sa vie qui expliquait pourquoi elle était agoraphobe, phobique des médicaments, phobique de l'hôpital. Donc elle ne pouvait même pas se traiter pour ses angoisses puisqu'elle avait une peur immense de tout ça. Et elle continuait malgré tout à venir me voir alors que je lui disais, moi, avec mes outils, je ne peux pas proposer de solution. Et tous les soirs, pendant à peu près 2 mois, je me suis attachée à me poser la question avant de m'endormir. Alors ça, c'est des petits trucs quand on est à l'école, hein, quand on a un problème de maths ou des trucs comme ça, où on s'endort le soir en se disant comment je vais faire pour faire ceci, comment je vais faire pour faire cela. Et le matin, paf, on a la réponse. Alors il y a beaucoup de chercheurs et de personnes qui ont de découvreurs plutôt, qui ont trouvé des solutions un peu comme ça, même si ça paraît un peu fou. Et un matin, j'ai eu la solution. Alors comme j'animais des constels et que j'adorais ce genre d'outils, j'ai eu l'idée, enfin, en tout cas ça m'est arrivé comme ça, de transférer l'inconscient du patient sur moi, sur un thérapeute, et de faire cette lecture-là, sachant qu'un inconscient, c'est un espace où tout ce qui n'est pas acceptable par le conscient est stocké. C'est-à-dire que dès que ça ne nous arrange pas, on le balance à la cave. On pourrait dire que le conscient, c'est le grenier, et l'inconscient, c'est la cave. On pourrait aussi dire que le conscient, c'est le monde intellectuel, mental, et que l'inconscient, c'est le monde émotionnel. Et malheureusement, ce qui va créer notre vie et notre réalité, ça n'est que notre monde émotionnel. C'est pour ça que Freud, à l'époque, disait, à l'époque, quand il a exposé sa théorie, que l'inconscient, c'est l'infantile. C'est ce qui va nous construire émotionnellement, et toutes ces émotions, elles émettent des fréquences, alors ça n'a rien de nouveau du tout. C'est-à-dire que le monde animal, le monde végétal, tout ce qui est vivant fonctionne avec des fréquences. Et c'est comme ça qu'on indique à l'autre qui on est, comment on est. Les animaux ne vont pas à l'école de la forêt pour se faire expliquer qui mange qui. C'est naturel chez eux, ils ressentent par la fréquence, et même dans la mer, les poissons, etc. Ils s'indiquent eux-mêmes qui est proie, qui est prédateur, et dans le monde, que ce soit donc végétal c'est pareil, animal c'est pareil, mais nous sommes des êtres vivants, donc on fonctionne de la même manière en interaction avec le monde extérieur, avec ces fréquences émotionnelles qui vont agir sur l'attitude des autres personnes. Alors nous sommes élevés dans un monde judéo-chrétien où nous sommes fautifs, on est toujours dans le péché, on est victime, on n'a pas le droit d'eux. L'autre, c'est la faute à l'autre, c'est jamais nous. Et tout ça, ce sont des croyances et des convictions qui sont complètement erronées. Ça n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de morale. Alors pas dans le sens, on ne peut pas aller tuer son voisin juste parce qu'il a ronflé trop fort ou des choses comme ça, bien évidemment. Mais on n'est pas soumis à la loi de la faute et du péché. Nous sommes juste soumis à la loi de l'expérience. Quand un enfant expérimente quelque chose, s'il le fait mal, on ne lui tombe pas dessus en lui disant « t'es nul,
tu es une mauvaise personne, etc. De par cette expérience-là, on va lui expliquer comment faire autrement pour que ce soit mieux pour lui. Pour nous, c'est pareil. Donc, comme l'autre est un miroir, on est censé, à la base, se servir de l'attitude de l'autre pour nous indiquer où nous en sommes. Où nous en sommes, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est coupable? Est-ce qu'on se trouve une mauvaise personne? Est-ce qu'on est en colère? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Alors, évidemment, les affinités nous renseignent sur ça. Il y a des gens avec qui ça match fortement du premier coup, on ne sait pas pourquoi. C'est ni le physique, c'est ni le genre, ni l'âge, rien de tout ça. L'empathie, alors aujourd'hui il y a un grand discours sur l'empathie, hein. Presque on va vous former à l'empathie. Et ça me fait un peu rire parce que l'empathie, c'est comme si on nous formait à la vision. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a la capacité de voir ou pas, ou d'entendre. L'empathie, ça s'appelle la résonance des blessures. Je rencontre quelqu'un qui a un vécu, alors imaginons que c'est pas le cas, j'ai perdu ma maman petite, je me retrouve face à quelqu'un qui a perdu sa mère petite, paf, ça matche super fort. Parce qu'on a une blessure forte en commun, et je vais me sentir très attirée par cette personne, mais je ne sais pas pourquoi. Je vais devenir son amie, je vais passer du temps avec elle. Et après, je vais découvrir qu'on a ça en commun. Et quand il y a quelqu'un qui nous répulse totalement, c'est exactement la même chose, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a chez cette personne qui nous agace à ce point? On ne sait même pas ce que c'est en plus, hein, c'est ça qui est terrible. Mais ce qui est sûr, c'est que ça existe chez nous. Ça s'appelle la projection. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas chez nous, qu'on voit chez l'autre, en fait, qu'on ressent chez l'autre, on n'a pas l'information. Et comme on ne l'accepte pas chez soi, on préfère éviter cette personne. Ce qui est bien dommage. Parce qu'en fait, il faudrait tout le temps se rapprocher des gens qui nous rebutent, et ceux avec qui on a beaucoup d'affinités, parce que ça nous en enseigne énormément sur qui on est. Alors la question, qui on est, si vous êtes un enfant, c'est le monde extérieur qui va vous définir. Parce que normalement, c'est les parents qui vous disent tu es belle, tu es jolie, tu es intelligente, tu es ceci, tu es cela. Et on attend toujours de l'autre pour nous désigner. Quand on est adulte, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui nous désigne? Ou est-ce qu'on n'est pas assez grand pour savoir qui on est? Je suis honnête, je suis intelligente, je suis bienveillante, je suis généreuse, je suis ceci. On n'a pas besoin de quelqu'un pour venir nous dire ce qu'on est. Si jamais quelqu'un vous dit tu es ceci, tu es cela en négatif et que ça vous blesse, ça veut juste dire que vous êtes dans une posture émotionnelle d'enfant et que vous n'êtes pas encore capable de vous définir vous-même. Si c'est pas vrai, ça devrait vous faire rire. Parce que vous savez qui vous êtes. Si vous êtes une femme et qu'on vient vous dire tu es un homme, bah vous riez, vous n'êtes pas vexé ou je sais pas quoi, vous êtes n'importe quoi. Je sais quand même ce que je suis. C'est comme les gens qui disent je ne sais pas dire non, je suis trop gentil. Ça n'existe pas. La vérité, c'est que quand on a 4 ans, on est prêt à tout pour être aimé. Donc on ne dit pas non. Parce qu'on a tellement besoin de cet amour qui nous manque, qu'on est prêt à se sacrifier, enfin à sacrifier un peu de notre respect, je vous dirais, de l'amour de soi, pour que l'autre avant tout nous aime. Ça s'appelle un enfant. L'enfant, il a besoin vitalement de cet amour de l'extérieur. Donc quand on ne sait pas dire non, c'est qu'on est encore dans ce besoin pathologique de sans arrêt aller chercher de l'amour à l'extérieur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on est adulte, on n'a plus besoin de ça. L'amour de nous, on l'a à l'intérieur de nous. Donc, si quelqu'un me demande quelque chose, imaginons que j'ai un rendez-vous chez le kiné pour moi et que j'ai super mal au dos, que j'en ai vraiment besoin. J'ai une amie qui me dit « Myriam, écoute, je ne peux pas aller faire mes courses, j'ai plus rien dans mon frigo, est-ce que tu peux m'emmener ?» Ça, c'est la grande question. Est-ce que je me mets moi de côté alors que j'ai vraiment besoin de ma séance, ou est-ce que je dis oui à mon ami pour garder son amour? Donc je me pose intérieurement la question, Myriam, c'est qui la personne la plus importante de ton monde? Bien sûr que c'est moi. Et c'est pas pour autant que la vie de ma copine va s'écrouler. Ça s'appelle la toute-puissance, si je pense ça. Il y a d'autres personnes dans son monde qui peuvent l'aider. Et vous savez très bien que si vous allez demander à une bonne amie à vous, est-ce que tu peux faire ça pour moi, et qu'elle vous dit non, je peux pas, vous savez très bien que vous n'allez pas lui en vouloir. Vous allez demander à quelqu'un d'autre, vous allez faire autrement, mais vous n'allez pas la bannir de votre vie sous prétexte qu'elle a prévu autre chose. Et on n'est pas capable pour soi de se l'appliquer en disant mais voilà, je vais chez le kiné, je suis désolée, je ne peux pas attendre aujourd'hui. C'est pas grave, son monde ne s'arrête pas, elle va demander à quelqu'un d'autre, elle va trouver une autre solution, ou peut-être que vous avez une solution à apporter, mais nous ne sommes jamais responsables du monde de l'autre. L'autre, c'est un miroir
Alors pour simplifier, je dis toujours si je me mets du rouge à lèvres là, j'espère que j'en ai pas, que je me regarde dans le miroir, ce serait totalement idiot que j'aille casser ce miroir et le virer et en mettre un autre à la place. En quoi ça changerait le fait que j'ai du rouge à lèvres à côté de la bouche? Ça m'indique qu'il faut que moi je modifie mon tracé de rouge à lèvres. Mais mon miroir, il y est pour rien. Alors que ce soit dans l'amitié, alors évidemment quand on change de fréquence, parce que plus vous avancez, plus vous évoluez, plus vous changez de plan de conscience, les résonances et les fréquences se modifient aussi, et du coup on se voit changer d'amis, on se voit changer d'intérêt commun, on se voit avoir d'affinité avec d'autres personnes, mais c'est pas je suis méchante, voilà, je suis plus intéressée par cette personne. Ça n'a rien à voir avec ça, tout ça, c'est une histoire de résonance, tout fonctionne en résonance. Donc à un moment donné, c'est comme les aimants, quand on les éloigne un peu trop, ou quand on modifie la position comme ça, il n'y a plus de prise sur la résonance. L'effet électromagnétique ne se fait plus, c'est exactement comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec le physique, ça n'a rien à voir avec, je vous dis, tout le reste. Nous sommes des êtres de fréquence, avec un corps physique, un corps émotionnel, et d'autres aussi. Mais c'est sans arrêt en interaction, comme si on était une espèce de scanner géant qui entre en interaction avec les autres, et paf, ça match pas. Et dans le couple, évidemment, c'est là où c'est fabuleux. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un amoureusement, le discours qu'on utilise, c'est être sur la même longueur d'onde. On parle bien de mécanique quantique. On parle de vibrer. On parle bien de mécanique quantique. Mais quand vous vibrez avec quelqu'un avec qui vous allez faire des enfants ou faire une vie amoureuse importante, c'est pas la personne, c'est son arbre. Et c'est ça qui est terrible. C'est que la personne, c'est pas une personne. C'est un arbre généalogique avec 7 générations qui va entrer en résonance avec une liste de points de résonance impressionnants. Et en fait, on est porteur des mêmes blessures à droite et à gauche. S'il y a de l'abandon dans l'arbre, à droite, il y a de l'abandon dans l'arbre, à gauche. S'il y a des morts d'enfants, à droite, il y a des morts d'enfants, à gauche, etc., etc., etc. Et en fait, c'est cette résonance d'arbres très forte qui va nous amener à nous décider à vivre des années avec le même gugus, ou la même gugusette, de se réveiller tous les matins. Non mais quand on y pense, c'est quand même fou. D'avoir la trombine de la même personne, matin, midi et soir, tous les jours de sa vie, et ne pas en avoir marre. Ou même si des fois l'autre nous agace, si l'autre il est plus là, c'est très déstabilisant. Mais ça vient vraiment comme quelque chose qui stabilise ces résonances. Ça fait comme une échelle, si vous voulez. On est 2 montants d'échelle avec les montants. Et là, ça stabilise. Et en fait, nos enfants qui vont venir, ils vont choisir dans ces arbres-là un patrimoine génétique qui les intéresse. Alors évidemment, en tant que maman, quand on a des enfants malades ou des enfants qui ont des problèmes à la naissance ou un petit peu plus tard, c'est génétique. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai refourgué à mon enfant, c'est ma faute, mea culpa, mais maxima culpa. Non. L'enfant choisit ses paquets au 5e mois de gestation. C'est lui qui fait son petit marché. L'enfant procréé numéro 1, entendez bien procréé, pas né, hein. Procréé, c'est-à-dire que compte ou fausse couche, IVG, etc. Il est l'enfant miroir du père à 82% des héritages. Donc on le reconnaît parce que sa petite frimousse, c'est la tête à papa. L'enfant procréé numéro 2, c'est l'enfant miroir de maman à 82% des gènes, c'est la frimousse à maman. Ça, c'est totalement objectivable. Si jamais l'aîné à la tête de maman, ça ne s'appelle pas un numéro 1, ça s'appelle un numéro 2. Alors le problème de la place du premier et du deuxième, c'est que le premier étant l'assistant et le représentant du père, il est dans une posture de responsabilité et d'autorité. Parce que là où il se trouve, il est censé être assistant de papa pour prendre le relais. Je m'occupe de mes petits frères, de mes petites sœurs, je suis responsable, je suis assistant paternel, moi. Donc là, on va retrouver dans la vie les présidents de la République, la famille politique, mes frères. Dans un parti, celui qui va être élu, en général, c'est un aîné de fratrie. Les Fillon, les machins, tout ça, bon, en France, c'est des aînés de fratrie, ces gens-là. Et ils prennent le rôle du papa, si vous voulez, pour leurs frères. Ils ont l'habitude, ils sont programmés comme ça. Et la responsabilité et l'autorité pour les aînés n'est pas un problème. Ça se fait dans la nature même de la personne. Le deuxième, lui qui est branché sur la mère, c'est un affectif. C'est un sensible. Lui, l'autorité, il s'en fout.
Mais quand le deuxième se retrouve à la place du premier, c'est là où ça se complique. Parce qu'il va se retrouver dans une place de responsabilité et d'autorité qui n'est pas sa nature. Donc il va devenir hyper responsable, hyper autoritaire, parce que quand c'est pas sa nature, on force un peu le trait. Et il va souffrir dans le fait d'être responsable, dans le fait de décider. C'est pas sa nature. L'affectif, il veut juste être aimé. Et dans le cas des jumeaux, je vais dans les pensées. Dans les cas des jumeaux, s'ils sont dizygotes de poches différentes, là, ça dépend de la thrombine, je te dirais. Si c'est des monozygotes, les deux comptent pour une place. Voilà. Tes frères, ils sont en numéro 1 ? Semi-zygote. Semi-monozygote. Et ils sont en quelle arrivée dans la fratrie? C'est les premiers? Oui, c'est le premier. Ouais, parce qu'ils ont la tête de ton père. Bah, remarque toi aussi. Et toi, t'es en 3? Bah, deux. Parce que le 3, à partir du troisième enfant, là, c'est comme c'est par affinité, où le fœtus, il va aller chercher... alors, des fois, comme ils sont pleins d'amour, il y a un absent, il va aller chercher la place de l'absent. Il faut bien que quelqu'un se tape le boulot. Hein. Donc, il manque le premier, alors il va prendre la place du premier. Donc, on peut avoir un troisième qui a la tête à papa. Normalement, on dit toujours, le premier, c'est papa, le deuxième, c'est maman, le troisième, c'est papa, le quatrième, c'est maman. Ça revient comme ça, mais c'est pas totalement vrai, dans la mesure où, comme c'est par affinité, il y a aussi le prénom, les prénoms portés qui jouent énormément. Alors ça, on ne le sait pas quand on donne des prénoms aux enfants, ou, vous savez, en second, en troisième, en quatrième. Moi, j'en ai donné 5 à ma fille, la pauvre, et c'est personne, heureusement. C'est pour honorer la mamie, c'est pour faire plaisir aux parents, c'est pour faire plaisir à un meilleur ami ou je ne sais quoi. Ce qu'on ne sait pas, nous, consciemment, c'est que ce prénom-là, il est chargé d'une histoire. Et ce qui est terrible, c'est que même si vous donnez à votre enfant le prénom d'un héros d'un livre, ou d'un film, ou ce que vous voulez, c'est pareil. Il portera l'énergie et l'histoire de ce héros, en espérant que ça se termine bien, parce que voilà, c'est ça le truc. Le cerveau ne fait pas de différence entre le virtuel et le réel. Ça n'existe pas dans l'énergie, le virtuel ou le réel, puisqu'on crée tout, et que tout, je vous dirais, est virtuel. Et dans une même fratrie, quand on dit que les frères et sœurs n'ont pas les mêmes parents, ça veut dire que nous ne sommes pas les mêmes personnes, que nous n'avons pas la même sensibilité et les mêmes filtres. Et souvent, quand on parle entre frères et sœurs de nos parents, on se regarde en disant non mais papa il n'est pas comme ça. Ah ben si, moi je trouve qu'il est... Ça dépend où on fait notre focus, comment on le voit. Donc comme tout ça c'est une histoire de perception, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, bon souvent on ne connaît pas trop l'histoire au-delà de nos grands-parents, mais comment est-ce qu'ils ont vécu cet événement, comment est-ce qu'ils ont vécu cette perte, comment est-ce qu'ils ont vécu cela. Tous les gens qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu des statuts très traumatisants, ça provoque chez les petits-enfants de la peur de manquer énorme. Donc les gens avec l'argent, où ils sont, ils n'en ont jamais. Ou ils deviennent radins et rétensifs parce que la peur de manquer, un radin, c'est pas quelqu'un qui a un défaut. Hein. C'est quelqu'un qui a un héritage horrible ou d'éducation, ou dépenser, c'est l'angoisse. Mais c'est une très très forte angoisse, savoir avec la survie, c'est pas une histoire. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut, c'est un point de vue. Si quelqu'un est extrêmement exubérant, moi de mon point de vue, je peux me dire, oh bah dis donc, cette personne, elle se prend pour je sais pas qui, elle fait ceci, elle fait cela, ça se fait pas. Si je suis très timide, de la même manière, je peux me dire, ah, moi j'aimerais bien être à la place de cette personne et m'autoriser à faire des choses devant les gens aussi librement. C'est un point de vue. On n'est pas des défauts et des qualités, on est EST, point. Le but du jeu en transfert quantique, c'est de sortir du jugement. Alors le jugement, ça veut dire que quelqu'un a un effet sur moi, positif ou négatif. Hein. Je peux voir quelqu'un en disant « Oh là là, si je la mets sur un piédestal, moi je suis là. » C'est à mes dépens, ça s'appelle la dévalorisation. Si jamais je me dis « Oh là là, cette personne, elle fait n'importe quoi, je sais pas quoi », là je pose un jugement négatif, mais ça reste un jugement quand même. Le but du jeu, c'est d'enlever les qualificatifs. C'est de ne pas dire cette personne est ceci, cela, machin. C'est de dire simplement cette personne est. Point barre, il n'y a rien à dire d'autre. Elle est ce qu'elle est. Mon père, il est ce qu'il est. Ma mère, elle est ce qu'elle est. Je suis ce que je suis. C'est ça la sagesse. Et c'est comme ça qu'on guérit. En acceptant l'autre comme il est. Alors la conscientisation,
pourquoi dans l'énoncé j'avais parlé de ça, du fait que c'est pas parce qu'on est conscient de quelque chose que ça nous aide à le dépasser, pour la simple et bonne raison que le conscient, c'est l'intellectuel, et que tant qu'on n'a pas impacté l'émotionnel, il n'y a aucune raison que ça se règle, hein, puisque le programme, le moteur ou le disque dur, comme vous voulez, c'est l'émotionnel. Et c'est celui-là qu'il faut apaiser. Alors on a cet enfant, alors quand on parle d'enfant intérieur, on pourrait imaginer un enfant de 4 ans qui a ses blessures, qui a vécu son enfance de la manière dont il l'a vécu. Et je vous assure que dans une même fratrie, s'il y a énormément de violence, s'il y a énormément de maltraitance, d'un enfant à l'autre, c'est hallucinant quand vous faites la fratrie de voir la façon dont c'est vécu, qui n'a rien à voir entre le premier, le deuxième et la perception. Il y en a qui se disent c'est la vie, c'est comme ça, je leur en veux pas. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il y en a d'autres qui sont dans la colère et dans la vengeance et qui ça passe pas. Hein, ça. Ils ont beau bosser. On voit bien que quand même c'est inhumain de faire ça. Pourquoi ils ont fait ça et ça tourne en boucle. Et ces gens-là ont beaucoup plus de mal à évoluer que ceux qui sont un peu plus dans l'affectif. Les contrôlants, c'est toujours plus difficile pour eux. Parce que lâcher, accepter de changer, c'est l'angoisse. Voilà. Ça met un peu plus de temps. Mais comme l'inconnu fait peur, alors si l'inconnu fait peur, c'est pas parce qu'on a décidé un matin que l'inconnu fait peur. C'est qu'on a souffert de subir. Et qu'à un moment donné, le fait de choisir ce qui va se passer après, c'est éviter la souffrance. C'est encore là, pas une question, vous savez, c'est comme les gens qui ont besoin d'un temps pour prendre une décision. Ce soir, on va au cinéma. Personne ne va dire non. Elle dit non par principe, parce que c'est pas décidé par elle, ça l'angoisse. C'est pas pour embêter l'autre. Il vaut mieux dire, est-ce que tu serais d'accord pour aller au cinéma ce soir? Donc la personne, elle est moins agressée dans son contrôle. Elle se réapproprie l'idée. Puis à la fin, bien sûr qu'elle va dire oui. Oui. Mais là, elle a l'impression, elle, d'avoir décidé. Donc c'est moins violent pour elle. Mais ça n'a rien à voir avec prendre le pouvoir pour le plaisir. C'est la structure qui s'est fabriquée comme ça. Alors les premiers sont tous comme ça, les deuxièmes, eux, ils s'en fichent, ils veulent trimer. Commander ou prendre la décision, c'est pas très grave. Donc le couple idéal, c'est un qui décide et l'autre qui est dans l'affect. Celui qui est dans l'affect, il est rassuré par celui qui décide. Et celui qui décide, il n'est pas embêté par celui qui est toujours OK, qui veut juste être aimé. Voilà. Ça, c'est un peu l'accord qui va bien. Voilà. C'est un bon compromis, on va dire ça comme ça, chacun a sa place et l'un ne dérange pas l'autre. Alors dans le transfert quantique, je vous explique comment ça se passe. Je me connecte à l'inconscient de l'autre. Alors évidemment, la grande question, c'est comment vous faites? Ça n'est pas de la médiumnité. Ça n'est pas de la clairvoyance, et je vous assure que dans mes élèves, j'en ai qui ont déclenché des clairvoyances, et à chaque fois, même si ça les fait angoisser, j'aimerais tellement être à leur place, parce que ça me faciliterait un peu la tâche, parce qu'il y a plus d'infos du coup. La façon dont vous percevez les images quand vous rêvez. Vous voyez des choses, des images, etc. Vous ne dites pas en vous réveillant « Ah, je suis médium ». Non, vous dites « J'ai rêvé, j'ai vu ça, j'ai vu ça ». J'accède, on appelle ça le préconscient, j'accède à cette banque d'informations de la même manière. C'est les mêmes images en fait, c'est le même type d'image. J'ai de l'image mentale, alors quand on dit que c'est quoi une image mentale, c'est ce que vous voyez dans vos rêves. Une image, j'ai des sensations physiques. Les sensations physiques, elles sont précises et c'est une grille de lecture. C'est-à-dire que quand j'ai mal à la nuque, quand je suis la personne, ça s'appelle la culpabilité. Si je dis à la personne, vous avez des problèmes au cervical, non. Moi j'ai mal. Donc ça veut dire que si la personne ne règle pas son excès de culpabilité ou sa culpabilité erronée, le corps émotionnel, l'information va remonter dans le corps physique. Et après, elle va avoir des problèmes au cervical. Et ce qui est sûr, c'est que c'est déjà en cours. Les épaules, je vais vous donner quelques exemples, c'est les responsabilités. Prendre quelqu'un sous son aile. Hein, l'épaule, c'est quand on prend en charge. Si j'ai mal à l'aisselle, c'est un conflit de protection. J'ai pas pu protéger je sais pas qui. Les poignets, c'est le travail. Les mains, c'est l'expression de soi. La première chose qu'on voit quand on vient au monde, c'est ses mains. Le bébé, la première chose qu'il voit, parce que c'est un peu loin de sa tête, c'est ses mains. C'est l'expression de nous. Les gens qui ont des crampes d'écrivain et les gens qui ne peuvent pas écrire, c'est qu'on les a interdits de s'exprimer eux.
quand on parle de créativité, c'est souvent au travers des mains. On écrit, on crée, on s'exprime, on s'expose. Voilà. Les pieds, c'est maman. La cheville, c'est la direction. Les genoux, c'est la contrainte. Les hanches, c'est le fait d'avancer. La colonne, c'est le pilier. Les omoplates, c'est la liberté. Quand on a un sentiment de brûlure entre les omoplates, c'est le manque d'estime de soi. La tête, c'est le père. Le visage, c'est la mère. Quand vous comprenez pourquoi les ados ont de l'acné, ce qui est inflammatoire, c'est de la colère. Ce qui est infectieux, c'est de la haine. Donc le visage, quand on a envie de se séparer de maman, qui nous colle, alors dans le sud on dirait qu'il nous pègue, et qu'on a envie de grandir, et que maman n'a pas envie qu'on grandisse, et qu'on en a marre, qu'elle nous fasse des bisous, des machins, c'est lâche-moi. Donc ça commence, alors si c'est sur le front, c'est en confrontation, si c'est sur les joues, c'est je veux que tu m'embrasses, etc. etc. Voilà. Mais une fois qu'on est émancipé, on n'est plus censé avoir de l'acné. C'est bon. Les adultes qui ont de l'acné, ils n'en sont pas encore sortis de l'émancipation. La première émancipation qu'on fait, c'est à la naissance, bien évidemment. La deuxième émancipation, ça va être à 18 mois, quand on se tourne un peu vers le monde extérieur. Le papa commence à sortir les jupes de maman, marche. La troisième émancipation, c'est 11 ans, le collège. En fait, on ne fait que s'éloigner de sa mère, en permanence. Après ces 18 ans, là, ça devient dramatique. C'est la majorité, carrément. Et là, on a des permis. Permis de conduire, permis de construire, permis de je sais pas quoi. Il faut aller chercher ces permis. Alors les jeunes qui ne conduisent pas. Alors, il y a certains qui vous disent oh non mais c'est bon, il y a les transports en commun, je ne suis pas pressé. Comprenez bien que ceux-là, c'est des tanguis. Ils n'ont pas trop envie de grandir trop vite, de se prendre en charge, etc. Parce que symboliquement, une voiture, c'est quoi? C'est moi, c'est ma vie. Je conduis ma vie. Je prends en compte, en responsabilité ma vie. Alors, suivant la nature de la voiture, vous comprenez un peu de quoi ça parle. Hein, ceux qui ont des Austin Mini, ils sont dans des petites vies, un petit peu restreintes. C'est des enfants qui sont un peu adultes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est timide. Les mecs qui adorent les gros 4x4, eux, ils en imposent, ils veulent machin. Les conducteurs de bus, de tramway, de train, etc., eux, on pourrait dire que c'est des aînés. Ils trimballent les frangins derrière, ils sont responsables de la fratrie. C'est eux qui les portent, etc., etc. Le ciel, c'est le père. La montagne, c'est le père. Le soleil, c'est le père. La mer, avec un E, c'est la mer MER. C'est la terre et c'est l'eau. Quand vous avez des inondations à la maison, réfléchissez aux intrusions maternelles. Passé, vécu, hérité. Après, c'est toujours l'histoire de savoir de savoir. Voilà. La batterie en panne de la voiture, c'est qu'on est un peu à plat, qu'on a besoin de... Ça avance plus. Voilà. Les boîtes automatiques, c'est toujours révélateur de faire confiance un petit peu en son chemin, parce qu'on se laisse faire. Les vitesses se passent toutes seules. Quand on tient à avoir une boîte manuelle, on veut contrôler la vitesse à laquelle on avance, etc., etc. Si vous faites un choc à l'arrière, vous avez un problème de passé qui remonte, qui n'est pas réglé. Si vous avez un choc à l'avant, vous avez une angoisse sur l'avenir. Bon, les rétros, le passé, enfin, tout ça. Après, c'est assez simple, hein, c'est de la logique. Hein. Dans le transfert quantique, on accède à l'inconscient et on y voit des programmes. C'est comme une prise de sang. Souvent, les gens, ils ont un peu peur de ce que je vais trouver dans leur inconscient, des fois qu'ils aient fait des trucs. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme une prise de sang. Si je vais au labo, le médecin, il m'aura marqué glycémie, je sais pas quoi, certains trucs, le biologiste, il va chercher ces choses-là. Mais en transfert quantique, c'est un peu pareil. Moi, je regarde essentiellement la base, la structure d'une personne, mais je ne vais jamais aller chercher... Enfin, de toute façon, ça ne me viendrait pas l'idée, parce que je ne sais pas, moi, ce qu'a vécu la personne. Je regarde le père, comment je suis située, de mon point de vue, comment je suis située par rapport à mon père. Est-ce que je suis adulte? Est-ce que je suis enfant? Est-ce qu'il me tourne le dos? Est-ce qu'il me regarde? C'est une image significative qui résume
ma relation symboliquement à mon père. Si je regarde comment je suis positionnée par rapport à ma mère, enfant, adulte, avec des attentes, pas d'attentes, je regarde comment je me vois moi dans le miroir, je regarde le programme couple, qui est un programme, hein, c'est pas mon couple actuel, c'est comment j'ai fabriqué mon couple. En me basant sur mes parents, en me basant sur des amis de mes parents qui avaient un couple super, en me basant sur moi ce que j'aimerais, ou en me basant sur la première expérience que j'ai vécue. Ça va donner un programme. Et malheureusement, quand c'est un programme, ça vous donne toujours la même chose dans la réalité, tant qu'on ne l'a pas touché. Et c'est là qu'on va faire des compulsions de répétition, c'est-à-dire se retrouver dans des schémas identiques. Mais s'il n'y avait pas cette compulsion de répétition, à un moment donné, on ne se dirait pas, peut-être que ça vient de moi. On se dirait à chaque fois, c'est la faute à l'autre, c'est la faute à l'autre, c'est pas moi. C'est lui qui ne veut pas s'engager, c'est lui qui m'a quitté, etc. Non. Qu'est-ce que moi, rappelez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure sur les fréquences, qu'est-ce que moi j'aimais comme fréquence qui va faire que l'autre va se comporter comme ci ou comme ça? Programme, image de l'homme, image de la femme. La façon dont je me perçois par rapport au monde extérieur, qui est l'équivalent du père. Hein, quand je viens au monde dans le ventre de ma mère, la première personne du monde extérieur que je suis censée rencontrer, c'est papa. Donc lui va représenter mon monde extérieur et la réalité. C'est pour ça que dans les psychoses, il y a une rupture de la connexion au père. On en sait rien dans la majorité des cas, c'est pas tous les cas, c'est toujours des cas exceptionnels, mais si ma mère a occupé le terrain totalement toute ma vie et que je n'ai jamais pu accéder au père, je risque à un moment donné de faire une rupture, on va dire, avec la réalité, parce que dans mon monde, à moi, il n'y a que maman qui existe. Et du coup, je ne vais pas prendre en compte la réalité. Et là, ça devient problématique. La mère, elle se situe sur le côté gauche du corps. Tout ce que vous avez comme problématique du côté gauche, ça parle de maman. C'est la vie affective. Maman, c'est le monde affectif, la vie affective. Elle représente toutes les femmes, l'image de la femme. Elle représente les hiérarchiques féminines. Hein, quand vous êtes employé, votre patronne, c'est maman. Donc vous allez avoir la même relation que vous avez avec votre mère, ou le contraire, parce que l'inconscient propose toujours deux programmes, où il répète, où il fait le contraire, ce qui est exactement la même chose. Je ne bois pas pendant 9 jours, je meurs de soif. Je bois 9 litres, je fous en l'air mes rats. C'est la dose catastrophe. D'accord? Donc, que je sois dans une posture ou dans l'autre, ce n'est pas encore la bonne solution. La mère, c'est elle qui va déterminer l'estime de soi. Comment je suis dans les yeux de maman. Côté gauche. Côté droit, donc là, où on a le monde intérieur, hein, le sexe féminin est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, c'est le monde des émotions, c'est le monde interne. Du côté droit, vous avez le père, vous avez l'image de l'homme, tous les hiérarchiques masculins, les patrons, la police, tout ce qui est d'autorité masculine face à vous, l'argent, la réussite professionnelle et la relation avec les autres, la vie sociale, la reconnaissance et le jugement. Tout ce qui vient du monde extérieur, le sexe de l'homme, est à l'extérieur. C'est la matérialité, c'est tout le rapport avec l'extérieur. Les collègues et les amis, eux, sont les représentants de vos frères et sœurs. Si j'ai un problème avec une sœur aînée, je vais avoir un problème avec une collègue un peu plus âgée que moi. Je peux aussi avoir un problème avec une copine qui est un peu plus vieille que moi, que j'adore, hein, et qui à un moment donné va me trahir. Alors moi je vais être au bout de ma vie parce que je vais me dire mais je l'aime, j'ai tout fait pour elle, qu'est-ce que je lui ai fait? Ben, je lui ai rien fait, c'est juste que j'aimais une fréquence de culpabilité qui n'appartient pas du tout à ma relation avec cette amie, mais plutôt avec ma sœur. Des fois on se débrouille même pour avoir des collègues ou des frères et sœurs, des amis je veux dire, qui ont les mêmes prénoms, que la dite sœur ou le dit frère. Hein. Ça c'est possible aussi, hein. C'est énorme. Hein. C'est tellement énorme qu'on ne le voit pas. Hein. Donc il y a aussi une particularité dans la gémellité. J'ai écrit d'ailleurs j'ai commencé mon livre là-dessus. Parce que pour moi c'était un sujet très brûlant dans ma vie. Et je trouve qu'en psy ou en développement personnel, le sujet est très peu abordé. 73% des grossesses commencent à 2, le premier mois. La nature même de l'humain, c'est d'être 2, sinon on ne serait pas en couple, je pense. Et en fait,
On attend toujours l'aménorrhée ou l'arrivée des règles pour savoir si on est enceinte ou pas. Avant, ça ne nous vient pas l'idée de nous dire est-ce que je suis enceinte ou pas, ou etc. On attend le fait de ne pas avoir ces règles. Pendant ce premier mois, donc, il y a sur ces 73%, un des deux qui s'en va. Alors si c'est dans le même œuf, il va s'en aller nulle part. Il va se loger dans le corps de celui qui reste, on appelle ça un tératome. C'est un kyste avec des cheveux, des dents, des ongles, qu'on se fait retirer ou pas quand on le sait, parce que des fois ils sont à des endroits plus ou moins gênants. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques cas où les gens, quand ils se les font enlever, font une dépression. Parce que c'est le double qui s'en va, c'est la séparation. Tant qu'on l'a à l'intérieur de soi, ça va bien. Hein. Il y a ce qu'on appelle les jumeaux chimériques, alors ça c'est très très particulier, parce que du coup, le deuxième se développe dans le premier, ils font une espèce de puzzle avec le foie de l'un, le cœur de l'autre, avec un double ADN. Ça c'est hyper étrange, mais ça arrive. Donc ça fait des bébés qui n'ont pas l'ADN forcément du père. Alors ça crée des histoires parce qu'on a l'impression que le mari a été trompé, mais pas du tout. C'est juste qu'il y avait un jumeau chimérique. Et si c'est dans deux poches différentes, il va y avoir un saignement. Alors ce saignement, il peut induire en erreur la mère qui va dire oh, finalement j'ai mes règles, je ne suis pas enceinte. Mais en fait, si. Voilà, le deuxième reste. Alors le problème, c'est celui qui reste. Comment est-ce qu'il vit le départ de son double? Alors pour les scientifiques et les biologistes, les obstétriciens, c'est un amas de cellules, ça va, c'est pas quelqu'un quoi. Bon, pour nous, on sait que c'est une âme. Mais c'est le choix de l'âme d'être reparti. En revanche, ce n'est pas forcément le choix de l'âme du restant, de celui qui reste, de vivre cette séparation. La façon dont on vit la perte gémellaire, elle est terrible, puisqu'il n'y a personne que vous aimez plus que vous, hein, c'est très narcissique la gémellité. On ne se pose pas la question de savoir si son frère jumeau monozygote nous aime ou pas. Hein, à moins d'avoir une anomalie très spécifique qui engagerait une rivalité, ce qui est très très rare, mais ça n'existe pas. Donc, celui qui reste, il va naître seul. Bon, déjà, c'est pas terrible. J'avais prévu de vivre mon expérience à deux. Et il y en a qui vont développer une culpabilité d'exister, de ne pas être légitime d'être en vie. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas vraiment l'impression d'exister. Et là, ça n'a rien à voir avec la mère et le père. Hein. C'est vraiment le jumeau, la perte gémellaire qui va marquer fortement la posture qu'on peut avoir émotionnelle. Et alors les stigmates de la perte gémellaire traumatique monozygote, c'est souvent la perte du meilleur ami à 18 ans. Comme 18 ans, on rejoue la naissance puisque c'est une émancipation de la mère, il va y avoir des accidents. Alors c'est toujours dans la brutalité, hein, c'est pas une maladie qui traîne à l'agonie, parce que quand le fœtus ou l'âme repart dans le ventre, c'est brutal, hein, c'est pas une agonie, il n'y a pas le petit jumeau qui veille au chevet de son jumeau agonisant. Ça, c'est sûr que non. Donc c'est toujours brutal. Et ça se traduit toujours par un accident de voiture, de rupture d'anévrisme, enfin des morts vraiment brutales, à 18 ans. Après, les personnes qui n'ont pas de chance, ils vont revivre la perte gémellaire au travers de pertes de conjoints. C'est toujours le grand amour qu'on perd. C'est pas la personne avec qui on s'est mis parce qu'il a un bon CV. C'est toujours celui qui entre en vibration forte, en résonance forte. Et il y en a qui multiplient comme ça les pertes. Premier mari, deuxième mari, ou première femme, deuxième femme, toujours dans des conditions dramatiques du même type, brutales.